Je vous propose de commencer. Bonsoir à toutes et à tous. Comme toujours, avant de commencer, je tiens à remercier celles et ceux qui nous permettent d'organiser ces conférences qu'on a commencées il y a quelques années grâce à Lucien Deschamps. Et donc je tiens à remercier donc l'Aéroclub de France, évidemment, qui nous accueille dans cette belle salle, l'association AGP 21 également. Alors ce soir, nous sommes heureux d'accueillir monsieur Daniel Rouen pour nous parler du nouveau télescope spatial James Webb, qui va être lancé très prochainement. Vous allez nous en dire plus. C'est vraiment d'ici la fin d'année, depuis Kourou, avec une fusée Ariane 5. Daniel Rouen, vous êtes directeur de recherche émérite du CNRS, au LESIA, le laboratoire spatial de l'Observatoire de Paris à Meudon. Vous êtes membre de l'Académie des sciences. Vous avez notamment dirigé des équipes de chercheurs pour concevoir et développer des équipements scientifiques utilisés à bord du télescope James Webb. Et vous êtes donc le mieux placé pour nous parler de ce projet fascinant de l'intérieur, je dirais. Alors tout le monde connaît le télescope spatial Hubble, qui maintenant a un petit peu plus de 30 ans, et qui nous a permis de ramener depuis l'espace des photos extraordinaires de nébuleuses et de galaxies lointaines. Le James Webb télescope permettra de franchir un nouveau pas. Il est encore plus puissant. Il permettra en particulier, et là j'y vais prudemment, je parle sous votre contrôle, d'étudier l'atmosphère d'exoplanètes, sujet que vous connaissez particulièrement bien, puisque vous avez vous-même découvert plusieurs dizaines d'exoplanètes, ces planètes qui sont dans des systèmes solaires au-delà de notre système solaire à nous. Et également, le télescope permettra d'observer des galaxies lointaines et donc aller plus loin dans l'espace, c'est-à-dire d'une certaine façon plus loin dans le passé et dans le temps. Donc tout ça est fascinant, et je vais vous céder le micro donc pour que vous nous en disiez plus sur ce projet extraordinaire. Merci. Merci beaucoup. Bien, bonsoir donc à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être dans ce magnifique lieu. Finalement, j'ignorais qu'il y avait de si belles salles et de si beaux lieux effectivement dans Paris pour l'Aéroclub de France. Alors, d'abord, un petit mot quand même sur cette citation de Leonard Cohen. Là, je trouve qu'elle est bien adaptée, So large against the sky, parce qu'effectivement, le James Webb Space Telescope, ça sera vraiment un très très grand télescope qui va être donc lancé très bientôt. Alors, commencer d'abord par un tout petit peu d'historique. Ma première réunion où on a commencé à discuter, si vous voulez, d'un instrument pour ce qui s'appelait à l'époque le New Generation Space Telescope. C'était pas encore le James Webb. C'était au printemps 2000. Vous voyez, 21 ans après, le télescope n'est toujours pas lancé, donc on a dû prendre notre mal en patience. Alors, donc cette historique, tout commence avec Riccardo Giacconi, qui était donc le directeur du Space Telescope Science Institute à Baltimore, qui sentant que finalement il fallait commencer à réfléchir à l'après Hubble Space Telescope, qui à l'époque devait se terminer en 2005, donc vous l'avez dit, c'est incroyable quand même la vie de cet instrument absolument remarquable, qui a quelques petits soucis là maintenant. Et donc il a organisé un atelier. Cet atelier donc avait sélectionné d'abord un objectif très important, jugé à l'époque, il l'est toujours, l'étude des galaxies très très lointaines à très grande distance. Alors les astronomes ont l'habitude de caractériser ça par ce chiffre Z égale 1 qui correspond au décalage vers le rouge de la lumière émise par les galaxies. Et le diamètre qui était proposé à l'époque, il fallait, semblait-il, après les travaux de cette commission, qu'il fallait un télescope de 8 mètres de diamètre fonctionnant dans l'infrarouge proche, et en orbite, soit en orbite haute ou sur la Lune, ça avait été également proposé.
Alors, il a été baptisé donc à l'époque New Generation Space Telescope. Quand j'ai commencé à travailler moi sur ce projet, bien c'était ce nom. En 97, donc l'agence spatiale européenne et l'agence canadienne ont rejoint donc le projet et était clair qu'il fallait pas mal d'avancées technologiques, des miroirs très très légers, de l'optique intelligente, on va dire, des détecteurs de nouvelle génération plus sensibles, et notamment dans l'infrarouge, et puis aussi, puisqu'il fallait que tout l'ensemble soit refroidi, donc il fallait par exemple des actionneurs cryogéniques. Alors, deux designs avaient été proposés, ça doit être encore en 2000, je pense, quelque chose comme ça. Voilà, puis vous voyez, celui qui a été sélectionné, c'est celui de droite, et donc c'est Grumman Grumman Northrop, qui a remporté, on va dire, le marché. Vous voyez, il ressemble beaucoup finalement au design actuel, pratiquement le même. Ceux qui ont vraiment le souci du détail ne remarqueront que le télescope comporte là plus de miroirs élémentaires que finalement que dans la version actuelle. En 2001, donc, le miroir est réduit à un diamètre de l'ordre de 6 mètres. C'est une décision. Et puis, il change de nom en 2009. Il devient donc le James Webb Space Telescope. Donc, c'était la première fois qu'un projet spatial ne prenait pas le nom d'un scientifique très connu, comme Planck, Spitzer ou autre, mais le nom, en fait, James Webb a été un administrateur de la NASA, notamment pendant la mission Apollo. Voilà, donc disons, la NASA avait une grande, voulait qu'on reconnaisse un peu son rôle. Ça, je dois dire que dans la communauté scientifique, ça a fait un petit peu râler, parce qu'on aimait bien cette habitude de donner des noms de scientifiques. Alors, le coût estimé à l'époque, il y avait 3,5 milliards de dollars, avec aussi plus 1 milliard de dollars estimés pour 10 ans d'opération. Le lancement était prévu en 2010, c'était en 2002 à peu près, voilà, et nous sommes en 2021. En 2018, le coût a été largement réestimé, 9,7 milliards de dollars, mais j'entends dire que c'est nettement plus, même si on regarde vraiment le coût consolidé complet. C'est assez logique avec le retard, vous savez, il faut payer quand même des gens, et ça coûte cher. Voilà, et enfin, le lancement est prévu en décembre 2021, ça je crois qu'on peut y croire. Le James Webb est bien arrivé donc à Kourou, par bateau, en passant par le canal de Panama, et il est en cours d'installation. Alors, on dit que c'est un successeur du Hubble Space Telescope. C'est vrai d'une certaine façon, mais c'est plus quand même. Il est quand même assez différent. Alors, je disais, l'enjeu scientifique majeur au départ, c'était vraiment explorer ce qu'on appelle, on va dire, cette terra incognita de l'univers. Vous avez l'univers, après le Big Bang. En gros, on va dire 380 000 ans après le Big Bang lui-même, eh bien, il s'est passé quelque chose d'assez important, c'est que l'univers est devenu neutre. Si vous voulez, il y avait des électrons, des protons, ils sont recombinés, et en devenant neutres, ils ont permis à la lumière, du coup, de s'échapper. Jusqu'ici, elle ne pouvait pas s'échapper, là je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais en gros, on re-ionisait sans arrêt les atomes d'hydrogène qui pouvaient se former. À partir de ce moment-là, ça n'a plus été le cas. Et donc, il y a un rayonnement qui en est sorti, ça c'est le rayonnement qu'on appelle le rayonnement cosmologique, que le satellite Planck, par exemple, a observé. Mais pendant toute une pendant une certaine durée assez longue, on va dire jusqu'à 300 millions d'années, d'accord, ce qui est rien du tout à l'échelle, bien sûr, de l'âge de l'univers, qui est de l'ordre de 13,7 milliards d'années-lumière, eh bien, l'univers était sombre. D'accord, il y avait ce rayonnement-là, c'était plutôt, on va dire, dans le domaine infrarouge millimétrique, et puis il n'y avait pas d'étoiles, et puis les premières étoiles ont dû, on pense, commencer à apparaître 300 millions d'années après le Big Bang, et c'est ça, on va dire, cette phase que le James Webb Space Telescope veut explorer dans le cadre des recherches en cosmologie. Voilà, toute cette phase où vont commencer à apparaître les premières étoiles, les premières structures qui ressemblent à des galaxies, l'assemblage de galaxies.
Et pour ça, il faut des performances bien meilleures que le Hubble Space Telescope, donc à la fois et en taille et en qualité d'image, ou que les prédécesseurs, donc infrarouges, les prédécesseurs de satellites infrarouges. Alors, il y avait eu ISO, il y avait eu Spitzer, par exemple, comme satellite infrarouge avant, et vous voyez, par exemple, une comparaison de ce que Spitzer a fait, qui est déjà absolument remarquable, où il détecte des galaxies très très lointaines, on va dire 2 milliards d'années-lumière après le début du Big Bang. Je rappelle, plus on va loin, plus on remonte dans le temps. Et voici donc une simulation de du même champ finalement qu'on pense voir donc grâce au James Webb Space Telescope, et notamment, vous voyez les flèches, il indique ces petits amas rouges qui correspondent vraiment tout premier assemblage de galaxies, on va dire de matière qui ont donné donc des galaxies. Alors, ensuite, assez rapidement quand même, un deuxième enjeu majeur est apparu, c'est celui des exoplanètes. Vous l'avez mentionné. Effectivement, disons en 2000, il y avait 5 ans déjà que la première exoplanète avait été découverte par Michel Mayor et Didier Queloz, par des moyens bien sûr au sol. Et puis, voilà, on commençait à en découvrir de plus en plus. On sentait vraiment que c'était un thème qui allait émerger, devenir majeur. Aujourd'hui, il y a plus de 4000 exoplanètes qui ont été détectées. Donc, on est d'accord, ce sont des planètes autour d'étoiles hors du système solaire, bien entendu, enfin d'autres étoiles que notre Soleil. Donc là, juste des exemples de détection d'exoplanètes, des imageries d'exoplanètes. Par exemple, c'est un système qui est fameux, avec 4 exoplanètes assez distantes de leur étoile. L'étoile a été masquée par une méthode sur laquelle je reviendrai, ce qu'on appelle la coronographie. Il y a également l'image, si vous voulez, de disques qui correspond à la formation d'étoiles et la formation de disques protoplanétaires dans lesquels vont naître les planètes, ou ont commencé déjà à naître les exoplanètes. Et donc on sentait qu'il y avait un boulevard en quelque sorte pour le James Webb qui est particulièrement bien adapté pour étudier ces exoplanètes. Alors, c'est clairement un géant dans l'espace, si on le compare, vous voyez, à un bus scolaire par exemple, ou HST, voire donc un petit Boeing 737, on voit que c'est quand même un géant, c'est gigantesque. Ce que vous voyez à droite, c'est une maquette, c'est pas le James Webb lui-même, c'est une maquette qui avait été construite, à titre de démonstration. Un diamètre donc de 6,50 m pour le miroir, qui est composé donc de 18 segments hexagonaux, chacun de 1,3 m. Et puis donc 6,6 tonnes. C'est donc vraiment quand même une très grosse machine. Et le lanceur, c'est une Ariane 5. Donc c'est une des contributions très importantes de l'Europe au projet donc du James Webb Space Telescope. Donc il sera lancé en principe très prochainement, le 18 décembre, et j'aurai la chance d'être en Guyane à ce moment-là. Donc j'espère pouvoir observer effectivement le lancement du James Webb. Donc vous voyez, une Ariane 5, donc qui est, disons, assez classique. Elle n'a pas vraiment évolué depuis l'époque. Cette diapositive en fait n'est pas très récente, mais les choses sont toujours vraies. Et ce qui est important, vous voyez, c'est que le James Webb peut tenir dans la coiffe d'Ariane, simplement parce qu'on a pu replier le miroir. Donc je reviendrai bien entendu. Donc voilà, le partage des responsabilités, c'était que l'ESA fournisse le véhicule de lancement, l'adapteur aussi, il y a un adaptateur spécial entre le JWST et puis Ariane, et il y avait une responsabilité donc partagée entre l'ESA, Arianespace et la NASA pour la campagne de lancement. Alors, où sera positionné le James Webb ? Bien, il sera autour de ce qu'on appelle un point de Lagrange L2.
Alors, je vais revenir sur ce que c'est exactement, mais enfin, voilà, déjà, on voit il est distant, il est loin de la Terre, c'est volontaire, c'est de façon à ce qu'il n'y ait pas de rayonnement infrarouge émis par la Terre qui viennent perturber les observations. Donc vous voyez cette comparaison, hein, la Lune est à peu près, on va dire, à 400 000 kilomètres, le point de Lagrange est à L2 ou L1 d'ailleurs, à 1,5 million de kilomètres. Alors, donc un point de Lagrange, hein, c'est quoi? C'est souvent on entend dire que c'est un point où les gravités se compensent entre la Terre et le Soleil. Non, c'est pas vraiment ça. C'est un point tel que la combinaison de la gravité de la Terre et du Soleil font que l'objet donc va avoir exactement la même période orbitale que la Terre. Donc il va suivre exactement la Terre sur son orbite, mais en étant juste un petit peu plus loin, enfin un petit peu, 1,5 million de kilomètres. Alors il y a plusieurs points de Lagrange, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais enfin il y en a d'autres, L2, L3, L4. On note simplement que L1, celui qui est proche du Soleil, mais c'est là que le satellite SOHO, qui est un satellite solaire, a été placé. Alors l'intérêt, donc c'est continuité des observations, bien sûr, puisqu'on suit la Terre, donc on est toujours en vue de la Terre pour émettre donc les données et recevoir les commandes. Donc un accès assez facile, c'est pas très long pour arriver jusqu'au point de Lagrange. Des conditions thermiques très stables, puisqu'on a pratiquement toujours, si vous voulez, le même éclairement par le Soleil, donc on arrive vraiment à un équilibre thermique très stable, et puis donc un seul parasol finalement est nécessaire pour protéger le télescope. Alors on y arrivera donc, vous voyez, sous une trajectoire finalement relativement simple. Là, bon, c'est en anglais, mais enfin j'imagine que ça pose pas trop de problèmes. Vous voyez qu'on a déjà le déploiement du télescope va se faire au bout de 4 jours, en principe, et puis ensuite, après ça, il y aura différentes phases pour arriver finalement sur une orbite, car au point de Lagrange, le James Webb, comme tous les satellites qui sont au point de Lagrange, eh bien, est en orbite autour de ce point. On peut montrer du point de vue de la dynamique que c'est stable, enfin presque stable, on va dire. De temps à autre, il faut mettre une petite injection, et c'est un point qui est stable dynamiquement. Voilà, c'est une belle propriété. Et donc, mais c'est une très grande orbite. Hein. Vous voyez, c'est une orbite autour de ce point de Lagrange qui est un peu plus grande finalement que va dire de la distance de la Lune à la Terre. Ce qui fait que, notamment, il n'y aura pas d'effet d'ombre, par exemple, par la Terre ou par la Lune sur le James Webb. Et donc il mettra typiquement 6 mois pour parcourir une orbite comme ça, cette orbite circulaire qui bien sûr avance d'ailleurs. J'ai un petit film qui illustre les choses. Donc voilà comment, si vous voulez, vont se passer les choses. Donc là, la Lune et puis la Terre, et puis on va voir le James Webb arriver. Voilà, il est là. Et donc vous voyez, il a cette orbite autour du point de Lagrange qui met à peu près 6 mois pour faire un tour complet autour de ce point de Lagrange. Alors le miroir primaire, c'est clair que ça a été un très très grand défi. Hein, c'est un télescope finalement relativement classique, ce qu'on appelle une configuration casse-grain, c'est-à-dire il y a un miroir primaire et un miroir secondaire. Là, vous ne le voyez pas, le miroir secondaire, il est simplement en haut, il est replié, mais il a fallu donc qu'il soit segmenté, qu'il soit très léger. Donc pour ça, on a choisi le beryllium, qui au passage est un matériau très dangereux à usiner, donc c'est pas tout à fait évident. Il doit être déployable, donc être articulé, mais en même temps, comme il est composé de segments et qu'on veut une très bonne qualité, eh bien il faut qu'on puisse adapter chacun des segments, le régler de façon très 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 fine pour obtenir ce qu'on appelle la limite de diffraction. Alors ça, c'est une propriété de la physique, si vous voulez. On ne peut pas faire mieux que ce qu'on appelle la limite de diffraction, en gros, qui donne l'angle, le plus petit angle que peut percevoir, on va dire, un télescope à une certaine longueur d'onde. Donc il donnait cet angle, c'est une grandeur sans dimension, il donnait par le rapport de la longueur d'onde
au diamètre. Donc quand on dit qu'on est à lambda sur D, bien pour un astronome, c'est clair, ça veut dire que c'est excellent, qu'on a une excellente qualité. Et ça, c'est vrai des les longueurs d'onde de plus de 2 microns, il aura une qualité exceptionnelle. Donc on compare, vous voyez, la taille du Hubble à celui du James Webb Space Telescope, c'est vraiment un beaucoup plus grand télescope. Et puis il aura donc de l'optique, on va dire, active pour pouvoir régler chacun des segments, et ça prendra un certain temps d'ailleurs pour faire ce réglage. Alors le miroir, donc là vous le voyez replié dans cette configuration. On voit d'ailleurs, on commence à bien deviner aussi le pare-soleil dont je vais parler, bien entendu. Alors les segments donc doivent être parfaitement aussi ajustés. Donc ajuster vraiment à la fraction de micron, là encore, pour garder une qualité optique exceptionnelle. D'accord? Et donc ça, en vol, il sera possible, enfin oui, on peut dire en vol, il sera possible d'ajuster justement les différents segments, à la fois angulairement et en piston, comme on dit, pour avoir cette excellente qualité d'image qui est un des points majeurs de ce télescope. Alors, je vais vous montrer là une animation, donc, qui montre un peu le déploiement complet du télescope. Donc j'ai extrait ça d'un petit film de la NASA. Donc vous voyez, d'abord on monte l'ensemble du télescope sur une sorte de mât. Et là, donc c'est après le déploiement du pare-soleil, mais on y reviendra. Vous voyez d'abord le miroir secondaire qui va venir se mettre en place. Donc il est ici, le miroir secondaire, qui va renvoyer la lumière vers le centre du télescope, dans si vous voulez, le trou central, en quelque sorte. Ça, c'est une configuration classique d'un télescope astronomique. Et puis, on va voir donc maintenant le déploiement des segments latéraux, donc du miroir primaire. Donc voilà, les segments se mettent en place. Ça prend pas mal de temps, plusieurs jours au total. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas très bien pourquoi c'est si long, mais c'est comme ça. Probablement pour pas trop perturber, j'imagine, la trajectoire. Voilà. Et donc, le télescope est complètement déployé au bout de, il me semble, une douzaine de jours, je crois, après le lancement. Donc, il sera complètement déployé. Donc, vraiment une très belle pièce d'optique, enfin, et bien sûr de mécanique, de robotique assez extraordinaire. Alors l'intégration de l'optique, eh bien, avec les instruments qui sont alors au foyer du télescope, j'y reviendrai bien sûr sur les 4 instruments, eh bien, cela constitue tout un ensemble, disons, qui ensuite a été testé donc au centre Johnson à Houston. Avec donc dans cette immense cuve, voilà, une gigantesque cuve où on a testé à la fois et en vide et en froid. Donc on refroidit le télescope à très basse température dans cette gigantesque cuve, et ça n'a pas dû être simple, et ça a pris quand même beaucoup de temps. Alors le bouclier solaire, bien là aussi il y avait pas mal de défis. Il fallait qu'il soit très léger, voilà, pour pas rajouter de poids, qu'il soit déployable pour tenir dans la coiffe d'Ariane, qu'il soit résistant et qu'il soit réfléchissant. Alors, et puis, vous voyez sa taille, on dit que c'est la taille d'un terrain de tennis, donc vraiment quelque chose de très important. Et donc, il est constitué, une fois déployé, de 5 couches de kapton. Kapton, c'est une sorte de matière synthétique extrêmement fine mais très résistante, qui est bien sûr couverte d'un métal, d'un dépôt métallique. Et ces 5 couches, pourquoi y a-t-il 5 couches? Parce qu'il faut effectivement pouvoir faire baisser la température, puisque le télescope sera refroidi passivement. Ça veut dire qu'il va rayonner son rayonnement naturel, comme tout objet rayonne dans l'infrarouge. Il va rayonner vers l'espace, mais il ne faut pas qu'il reçoive d'autres rayonnements, notamment celui du Soleil. Donc la première couche, là, sera à haute température, typiquement à 380 degrés Kelvin, on va dire que c'est à peu près 120 degrés Celsius, quelque chose comme ça. Puis vous voyez, la lumière, la chaleur, on va dire, va
va pouvoir sortir, c'est que c'est en se réfléchissant sur la deuxième couche, puis la même chose pour la couche suivante, etc. Et là, on arrivera à une surface quasiment froide, à 35 degrés Kelvin, donc extrêmement froide, et qui convient donc pour le télescope, parce que du coup, il ne recevra pas de rayonnement infrarouge qui perturberait complètement ces mesures si c'était le cas, et surtout aussi on ne pourrait pas faire fonctionner des détecteurs, si vous voulez, si on n'atteignait pas des températures aussi basses. Les détecteurs infrarouges requièrent toujours une très très basse température. Alors, oui, d'accord, je t'avais donné un peu les éléments. Alors voilà, un petit peu, là aussi, une animation qui vous montre le déploiement donc de ce pare-soleil, donc l'ensemble là de replié tel qu'il va sortir, je vais dire, de la coiffe d'Ariane. Donc après bien sûr les différents étages aient été joués et été éjectés. Voilà, on commence à voir donc le déploiement de ces deux grandes surfaces. Le télescope monte, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis là, on va voir le déploiement maintenant via donc deux mâts qui vont sortir latéralement. Voilà, premier mât qui va sortir latéralement, et puis donc l'entraînement de la surface, première surface de Kapton. Même chose pour de l'autre côté. C'est vraiment une belle pièce d'ingénierie, je dirais. Et puis là, la séparation des différentes couches donc de Kapton pour arriver au final au déploiement complet du pare-soleil. Et là, vous avez vu en plus le déploiement là du miroir secondaire qui est venu se mettre en place. Voilà, donc ce qui correspond, je dirais, vraiment un peu à la description de l'instrument proprement dit. On voit la finalisation de l'ouverture donc du miroir primaire. Alors, le James Webb va vraiment avoir une sensibilité absolument remarquable grâce à sa surface de télescope, mais au fait aussi qu'il soit refroidi. Donc, comparé, si vous voulez, à des missions précédentes, donc le James Webb, c'est ce qui correspond à toutes ces choses. Alors, ignorer l'unité, cette unité qu'aiment bien les astronomes, ce qu'on appelle les Jansky, peu importe. Ce qui compte, c'est la comparaison, si vous voulez, par rapport aux autres, soit missions spatiales, soit aux autres instruments. Par exemple, SOFIA, c'est un instrument qui est emporté en avion, un instrument de la NASA et également de la DLR, d'ailleurs, c'est une collaboration. C'est un grand télescope qui est dans un Boeing, je ne sais plus combien exactement, peu importe. Voilà, et donc c'est un instrument très performant pour faire de l'infrarouge, pour observer dans l'infrarouge, mais vous voyez le gain en sensibilité, ça c'est donc des échelles logarithmiques. Donc là vous avez entre ce que peut faire donc le James Webb et puis ce que fait SOFIA à ces longueurs d'onde, on va dire aux alentours de 5 microns, quelque chose comme ça, non pas tout à fait, 4-5 microns, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, presque 4 décades de gain en sensibilité, c'est absolument énorme. Par rapport à Hubble également, dès qu'on va un petit peu dans l'infrarouge, j'ai perdu ma souris, vous voyez, là aussi, il y a un gain qui est très très important. Par rapport à Spitzer, c'est un peu moins vrai, mais il y a quand même un gain de presque un peu plus d'un ordre de grandeur par rapport aux satellites et Spitzer qui travaillaient donc dans l'infrarouge moyen jusqu'à l'infrarouge un petit peu plus lointain. Voilà. Donc, disons de 1 à 2 ordres de grandeur, parfois même plus. Donc ça, c'est très important. Et puis également le fait que l'infrarouge moyen, donc puisqu'il va travailler jusqu'à 30 microns de longueur d'onde, eh bien c'est un domaine qui est très très bien adapté à la fois, je y reviendrai pour les galaxies très lointaines, mais aussi pour la recherche des exoplanètes et la caractérisation plutôt des exoplanètes. Il est idéal parce que vous voyez que ce domaine de longueur d'onde, donc là ça veut dire 1 micron, ça c'est 10 microns, et donc là c'est
presque 30 microns, la limite que va couvrir le James Webb. Là, c'est deux instruments, dont l'instrument MIRI qui est vraiment dans l'infrarouge moyen, et vous voyez l'émission d'une planète. Alors ça, ce sont les planètes du système solaire, donc elles émettent vraiment beaucoup. Ça, c'est la lumière réfléchie du Soleil, mais leur propre émission propre. D'accord, parce qu'elles rayonnent de l'infrarouge simplement parce qu'elles ont une certaine température. Vous voyez que ça se situe beaucoup dans le domaine, donc, ce qu'on appelle de l'infrarouge moyen. Et si vous regardez des planètes qui sont plus chaudes, ce qu'on appelle des Jupiters chauds, eh ben, c'est parfaitement adapté. Donc c'est vraiment un domaine de longueur d'onde qui est très très bien adapté pour cette étude des exoplanètes. Deuxième aussi gain, bien, c'est la qualité optique remarquable. Et il va permettre d'atteindre, alors je répète ce qu'on appelle la limite de diffraction, c'est-à-dire le mieux qu'on puisse faire pour un télescope d'un certain diamètre, à partir de 2 microns de longueur d'onde et au-delà. Ce qui veut dire, par exemple, alors, là, bien sûr, c'est des notations d'astronomes, je suis un peu désolé, 0,3 secondes d'arc, qui est un angle, c'est-à-dire la finesse du détail que vous pouvez voir avec un télescope. Il n'y a aucun télescope au sol qui n'est pas équipé d'optique adaptative, eh bien, ne peut atteindre de telles finesses de détail. C'est plutôt, on va dire, 1 seconde, 3 secondes d'arc, même, par exemple, à l'Observatoire de Haute-Provence, c'est plutôt 3 secondes d'arc. Donc, c'est vraiment exceptionnel, surtout dans l'infrarouge. Plus vous allez dans l'infrarouge, plus il est difficile d'obtenir une finesse, parce que c'est ce comportement que j'ai redonné en lambda divisé par le diamètre. Okay, et donc là, vous avez une illustration de ce que Spitzer obtenait comme image, si vous voulez, d'un disque protoplanétaire autour d'une étoile, l'étoile Fomalhaut, à 24 microns, et comparé à ce que, en principe, une simulation de ce que MIRI, donc un des instruments, celui qui travaille dans l'infrarouge, il y a le plus lointain, thermique, pourra donner de ce disque protoplanétaire. Donc on voit vraiment le gain très très important en qualité d'image et donc en importance de l'information qui sera obtenue. Alors justement, pour les exoplanètes, et bien plus de ça, le James Webb est équipé, donc ces différents instruments, pas tous, mais un certain nombre sont équipés de ce qu'on appelle un coronographe. Alors un coronographe, c'est quoi? Ça a été inventé par un astronome français, Monsieur Liu. En gros, si vous voulez, l'idée, c'est de masquer l'image de l'étoile pour observer ce qui est autour d'elle. Alors lui, il avait inventé ça pour observer la couronne solaire, donc il masquait, si vous voulez, le disque principal du Soleil pour observer juste au bord ce qu'on appelle la couronne solaire. Et puis, mais il faut compléter ça par un jeu, disons, de diaphragme très particulier. C'est là où il a été, disons, très très innovant. Sinon, tout le monde y penserait effectivement de mettre juste un occulteur. Voilà. Et donc, on peut étendre ça à l'imagerie d'autres étoiles lointaines, si vous voulez, enfin, pour détecter des exoplanètes directement autour d'étoiles lointaines, on va chercher à masquer la lumière de l'étoile bien sûr sans abîmer celle des planètes, pour faire ressortir. Donc il y a toujours un contraste énorme entre la lumière d'une planète qui est proche d'une étoile, qui peut atteindre, on va dire, entre 10 000 au minimum jusqu'à 1 milliard. Par exemple, la Terre autour du Soleil vue par des aliens lointains, c'est 10 milliards comme rapport entre les deux. C'est vraiment beaucoup. Donc on cherche à atténuer au maximum la lumière de l'étoile, et il y aura donc un certain nombre de ce qu'on appelle des coronographes. Donc vous voyez par exemple, l'un des instruments sera équipé de petites pastilles, mais qui sont un peu astucieuses. C'est pas juste une pastille pleine, elles ont des bords doux. Et puis l'instrument sur lequel donc nous on a travaillé, et j'y reviendrai après parce que c'est là disons la contribution de notre laboratoire. Eh bien, il sera équipé de différents systèmes, ce qu'on appelle des coronographes 4 cadrans. Là, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui effectuent ce même travail, si vous voulez, de bloquer au maximum la lumière de l'étoile pour qu'on puisse voir une planète qui serait juste, ou un disque protoplanétaire qui serait en orbite autour de l'étoile. Alors, aussi, ce qui est très important, c'est que le James Webb a une très forte capacité spectroscopique. Alors, la spectroscopie,
j'espère que vous avez une petite idée de ce que c'est. Hein. C'est le fait de disperser la lumière pour analyser la lumière et notamment observer ce qu'on appelle des raies qui vont caractériser des atomes, des molécules, etc. Soit dans les galaxies, si on observe les galaxies, mais soit dans des exoplanètes, par exemple. Et il a une palette, si vous voulez, de spectrographes avec différents types de performances qui vont pouvoir justement mener des programmes très 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 différents, mais voilà, toujours avec une extrême sensibilité. Alors, il y a notamment, donc vous voyez, j'ai entouré pour dire ça, c'est disons, on va dire à courte longueur d'onde pour les instruments qui s'arrêtent à 5 microns. Vous voyez que j'ai entouré là donc des chiffres là qu'ils appellent la résolution spectrale. Je vais juste y revenir après sur une autre diapo, la diapo suivante. Même chose à plus grande longueur d'onde, il y a à la fois de la basse résolution mais aussi de la haute résolution. Ça, par exemple, c'est un chiffre qui donne une qualité, si vous voulez, d'analyse supérieure. Donc j'explique ce que c'est que la résolution spectrale. Si vous voulez un spectrographe, voilà, on peut dire que c'est sa capacité à séparer finalement finement deux motifs spectraux qui sont proches. C'est un peu l'équivalent en imagerie de la qualité d'image. Vous pouvez, si vous avez une très bonne qualité d'image, vous pouvez séparer deux détails très fins. Mais là, vous pouvez séparer deux motifs spectroscopiques et ça a beaucoup d'intérêt. Si vous voulez, plus la résolution spectrale est grande et plus vous pourrez tirer de l'information. Par exemple, on voit là, en comparant deux résolutions spectrales, une assez bonne et une moyenne, vous voyez qu'on fait apparaître là des motifs qui vont nous donner une information qui n'était pas contenue, si vous voulez, dans une analyse à plus basse résolution spectrale. Alors on va me dire, oui, mais alors pourquoi on n'est pas toujours à haute résolution spectrale? Mais simplement, le rapport signal à bruit, c'est-à-dire on aura moins de signal, ou une moins bonne qualité de signal si on a une trop haute résolution spectrale. Donc c'est toujours un compromis, et suivant le type d'objet qu'on observera. Alors il y a 4 instruments, je ne vais pas tous vous les détailler, ça serait vraiment bien trop long. 4 instruments donc au foyer donc du télescope qui se partagent, on va dire, le foyer du télescope. Et bien sûr chaque instrument ils ne fonctionnent pas tous en même temps, hein. Donc parce que ça serait pas possible. Donc ça sera à quelque sorte un tour de rôle. Donc un instrument canadien qui est essentiellement, on va dire, une caméra et un spectrographe. Il y a un instrument donc américain qui est une caméra plus un spectrographe plus un coronographe. Il y a l'Europe, donc, qui est responsable de 2 instruments complètement en dehors des détecteurs. Les détecteurs sont toujours fournis par les Américains. Donc, un spectrographe qui est très particulier, qui s'appelle multi-objet spectrographe, c'est-à-dire qu'il est capable de simultanément faire la spectroscopie de différents points dans le champ, donc ça peut être de différentes galaxies ou de différentes étoiles dans un amas d'étoiles ou de choses comme ça, grâce à un composant assez astucieux, mais là encore j'ai pas vraiment le temps, j'ai une diapo éventuellement là-dessus, on y reviendra avec les questions. Et puis il y a l'instrument MIRI, donc qui lui fonctionne, c'est le seul à fonctionner à grande longueur d'onde, on va dire de 5 à 28 microns de longueur d'onde, alors que c'est un instrument complexe, là aussi il y a une caméra, équipé d'ailleurs d'un coronographe, j'y reviendrai, et puis un spectrographe, ce qu'on appelle un spectrographe intégral de champ, ça veut dire, le mot paraît très compliqué, mais simplement il est capable, sur une image, pour chacun des points de l'image, de faire un spectre de chacun des points de l'image. Donc ça donne une information très très riche. Vous avez à la fois une information d'image, d'imagerie, et puis une information donc spectrale qui nous donne, disons, de la physique en quelque sorte. Alors, donc le télescope, alors ça c'est une photo toujours un peu bizarre à regarder. En fait, c'est, d'accord, vu de haut, hein, on voit là le miroir primaire, vu de haut, on voit le miroir secondaire qui n'est pas déployé, qui est là, et puis là, ce qu'on appelle l'ISIM, alors ça doit être Integrated Instrument Module ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire Scientific Instrument Module, c'est-à-dire l'ensemble qui comporte les quatre instruments que je viens de vous présenter, qui sont attachés ensemble, et tout ce système est bien sûr raccroché donc au télescope et recevra donc la lumière venant du télescope.
Alors l'instrument MIRI, je vais en parler un peu plus parce que c'est quand même notre bébé. Donc avec une grosse participation donc de la France, en particulier pour la partie imageur. Donc l'imageur, c'est vraiment une caméra, on va dire, une caméra, mais une caméra qui a un certain nombre d'autres propriétés. Et puis il y a donc un spectromètre, lui qui a été plutôt construit par les Britanniques et par les Pays-Bas, qui est assez particulier, assez complexe, je dois dire. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu plus peut-être de... non, quand même, j'ai dit que je faisais quelques mots sur ce que c'est qu'un spectro intégral de champ pour vous expliquer un peu. Si vous voulez, l'idée, hein, c'est si vous avez une image, voilà, vous voulez avoir le spectre de chacun des points de beaucoup de points de cette galaxie, ben vous utilisez un système optique astucieux qui permet de découper l'image, voyez, en petites bandes, et ces petites bandes, vous allez les aligner sur la fente d'un spectrographe classique. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas tous opticiens. Disons, le schéma d'un spectrographe, c'est ça. Il y a une fente et puis il y a un réseau qui va permettre d'obtenir un spectre, donc en dispersant la lumière. Et en faisant ça, bien, on est capable, avec ce système de 10 secteurs d'image, on est capable donc d'obtenir un spectre pour chacun des points de l'image. Donc, on a une information d'une richesse exceptionnelle, à la fois en imagerie et en spectrographie. Alors, cet imageur moyen, donc infrarouge, donc c'est une caméra bien sûr avec différents filtres pour sélectionner des longueurs d'onde. Vous voyez nos roues à filtre là-haut où sont positionnés donc ces filtres qui sélectionnent les longueurs d'onde. Donc développé essentiellement donc pour l'essentiel en France, hein, par notamment avec maîtrise d'œuvre du CEA avec des collaborations donc de l'IAS Orsay, le LESIA, donc le CERTA Paris, le LAM à Marseille. Et bien sûr avec le soutien du CNES, il va sans dire. Alors voilà typiquement le champ de vue de la caméra. Vous voyez, il est partagé. En fait, il est partagé dans une partie qui est purement d'imagerie. Donc voilà, on a mis un champ là tel qu'on pense le voir avec cette caméra MIRI, équipé donc d'un détecteur de 1024 par 1024 pixels. Ça paraît modeste, mais pour l'infrarouge, c'est quand même très très grand. Et puis sur le côté, vous voyez aussi quelque chose, et ce sont les fameux coronographes dont je vous parlais, qui sont là, et donc qui correspondent à différentes longueurs d'onde. Donc on centrera des étoiles exactement au centre de ces coronographes, et là, on va éteindre comme ça l'étoile, je vais vous expliquer un tout petit peu mieux comment on fait, et puis on espère donc pouvoir voir des planètes, par exemple, ou des disques protoplanétaires autour de ces étoiles. Et puis le dernier en haut, lui, c'est vraiment, on va dire, un occulteur tout simple. Voilà, on travaille à grande longueur d'onde et là on n'avait pas besoin d'un système compliqué, sophistiqué, on va dire. Alors, en quelques mots, je vous parle de ça parce que c'est quand même notre travail, nous, notamment à notre laboratoire, c'est coronographe à masque de face. Bon, il se trouve que ça correspond à une idée que j'avais émise en 2000 justement, donc un petit peu avant qu'on démarre la réflexion sur le James Webb Split Telescope. Et le but, c'est donc de masquer une étoile sans atténuer la planète. Et on utilise pourtant pour ça un masque transparent. Si vous voulez, là, la structure du masque, là, c'est quelque chose qui est transparent à l'infrarouge. On va dire, si c'est transparent, ça risque pas de bloquer la lumière de l'étoile. Eh bien, si, ça marche. Avec, vous voyez, une petite différence une petite différence d'épaisseur entre deux cadrans. Quand je dis petite, c'est l'ordre d'une longueur d'onde, une demi-longueur d'onde. Et en fait, ce qu'on produit avec un tel système, eh bien, on va produire des interférences destructives sur l'étoile si on centre exactement l'étoile. Donc, je vais vous illustrer. Voilà, si on fait ça, par exemple, si on met une étoile exactement au centre, elle va disparaître en quelque sorte. Sa lumière va être atténuée, elle va être rejetée en fait ailleurs. On ne perd pas d'énergie. Conserve l'énergie, mais la planète, vous voyez, qui est en haut à droite, elle ne sera pas du tout affectée par ce système. Donc en gros, voilà, si j'illustre les choses, vous avez, alors comme si c'était un télescope, on va dire le miroir primaire du télescope, on forme une image qui a cette allure en mettant une certaine échelle, ça tombe sur le masque, là on va donc produire, du coup on va changer, si vous voulez, l'amplitude de l'onde lumineuse, et le résultat, c'est qu'on obtient que ce qui était la lumière qui rentrait complètement sur tout l'ensemble du télescope, la même, si vous voulez, l'image de
pupille du télescope, on la retrouve avec la lumière complètement éjectée, donc à l'extérieur. Donc il suffit de mettre un masque, si vous voulez, sur cette partie extérieure, et on élimine la lumière de l'étoile. Alors là, c'est une simulation, et donc en gros, il reste des petits résidus de la lumière de l'étoile, parce que jamais quelque chose peut être parfait, mais on pourrait distinguer, si vous voulez, sur cette simulation, une planète qui, elle, n'aura pas été affectée par ces effets. Et donc ça marche, voilà. Bien sûr, c'est des essais en laboratoire, vous en doutez bien, puisqu'on n'est pas encore sur le ciel, mais vous voyez deux comparaisons. Donc là, ça vous montre l'intensité lumineuse finalement, sans le masque et avec le masque. Vous voyez la décroissance quand même très forte de l'intensité lumineuse, notamment au centre. Alors on sent qu'il y a un petit résidu, ça ne peut jamais être parfait, mais voilà, ça marche plutôt bien. Une autre illustration, vous voyez, là on va en fait faire on va faire à l'étoile, on va la faire passer sur le centre donc d'un coronographe. Donc ça, c'est vraiment des mesures qui ont été faites sur la caméra elle-même, mais bien sûr avec une étoile artificielle, vous vous en doutez. Et donc vous voyez ce qui se passe quand on la fait dépasser, elle disparaît complètement et elle apparaît parce qu'on a fait ce mouvement. Donc voilà. Donc on compte beaucoup sur ces composants pour donc détecter des exoplanètes. Bon, là je passe rapidement sur la fabrication. On a pas mal travaillé pour arriver sur différents matériaux, donc vous voyez du diamant, pour arriver finalement à les fabriquer en germanium et avec un usinage qu'on appelle usinage ionique. Voilà, et donc voilà ce qu'a fourni notre laboratoire. Ça semble modeste, mais c'était quand même le résultat de pas mal d'études et de recherches. Donc c'est 3 coronographes 4 cadrans, plus une pastille, on va dire, standard. Et là, ce sont les masques. Il faut associer ça à des masques très particuliers, de forme très particulière, chacun dédié, si vous voulez, à un des coronographes. Alors, que se passera-t-il après l'arrivée donc au point de Lagrange L2 ? Bien, la température va commencer à diminuer graduellement, et puis en gros, à peu près 2 mois après le lancement, bien, certains des détecteurs pourront commencer à fonctionner. Ceux, notamment, des instruments à courte longueur d'onde, c'est-à-dire jusqu'à 5 microns. 33 jours après, donc, on mettra en route le système de guidage fin, celui qui va permettre de pointer très 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 finement le télescope. Voilà, et puis les premiers instruments, NIRCam, NIRSPEC, donc c'est deux des instruments que j'ai mentionnés, à courte longueur d'onde, fonctionnant jusqu'à 5 microns, commenceront donc à être testés. Ensuite, on alignera donc les miroirs du primaire, donc ce que je vous disais, chacun des segments va être finement ajusté pour obtenir une qualité d'image la plus parfaite possible. Et puis ensuite, 3 mois, on fera que des tests, de l'étalonnage, des différents instruments. Et après 6 mois, en principe, le web pourra entamer donc sa mission scientifique. Alors, bien sûr, on croise les doigts pour que toutes ces étapes se passent bien. Alors, quelques mots quand même sur la science. Donc, quelle science avec le web? Alors, il va y avoir beaucoup de thèmes, si vous voulez, en astrophysique qui vont être abordés, mais je vais juste en mentionner donc deux majeurs que j'ai déjà évoqués, donc, qui sont la formation des premières galaxies et la caractérisation donc des exoplanètes. Alors, les galaxies primitives, je vous ai en fait donné déjà un certain nombre d'éléments. Typiquement, on va chercher à aller au-delà du premier milliard d'années de l'univers, c'est-à-dire plus on va loin et plus on remonte dans le temps. Et donc, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure. Finalement, c'est tout premier assemblage, je dirais, de matière qui vont donner les galaxies, qui vont donner donc des étoiles, premières étoiles qui vont se former, qui vont commencer à rayoniser le milieu qui était sombre, ce qu'on appelle les âges sombres, l'âge sombre de l'univers. Voilà, donc alors ces galaxies, quand elles se forment, elles ressemblent pas vraiment à ce qu'elles sont aujourd'hui, les belles spirales ou les belles galaxies elliptiques qu'on observe aujourd'hui, enfin les proches, on va dire. Ce sont des amas, un peu plus informes, qui sont pas très bien structurés, mais enfin on va découvrir un peu tout ça. Donc comment la matière s'assemble, à quel rythme les étoiles naissent, comment fusionnent les galaxies, parce que là, à cette époque-là, il va y avoir beaucoup de fusion entre galaxies, et c'est ça qui va leur donner finalement leur forme actuelle, à quel rythme, etc. Et bien sûr, ce qui est très important, pourquoi est-ce qu'on travaille dans l'infrarouge? Parce que, à cause
de l'expansion de l'univers, en fait, la lumière qui est émise par ces galaxies, qui est essentiellement, on va dire, dans le visible ou dans le proche infrarouge, est complètement translatée, donc dans l'infrarouge relativement lointain. Hein. C'est un effet qui est analogue à l'effet Doppler. Il ne faut pas dire que c'est un effet Doppler, simplement dû à l'expansion de l'univers, donc ça se calcule hein, quand l'univers est en expansion, mais la lumière émise par une source très très lointaine, si vous voulez, vue par nous, donc par nos télescopes, et on la voit beaucoup plus rouge, donc décalé en longueur d'onde, et c'est pour ça que le James Webb fonctionne dans l'infrarouge pour aller voir souvent la lumière de ces galaxies qui peut être parfois très 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 décalée, c'est-à-dire la longueur d'onde visible va se trouver peut-être à 6, 7, 8 microns de longueur d'onde, donc complètement donc dans le domaine de l'infrarouge. Voilà, donc disons que ça illustre un peu les mêmes choses. Hein. Le Hubble voyait un peu juste à cette limite, on va dire, des galaxies déjà formées. Eh ben, le James Webb, lui, va aller voir un peu plus, nettement plus loin, même, disons, donc des galaxies vraiment en cours de formation, et on connaît mal toute cette phase, on la comprend mal. Pour ce qui est des exoplanètes, donc là, il y a pas mal de programmes différents. Ça va au point de vue timing encore? Oui? C'est bon, d'accord. Donc on n'est plus très loin de la fin, rassurez-vous. Donc un des premiers programmes qu'on fera avec les exoplanètes, ça sera l'imagerie, donc avec les coronographes, en fait, de jeunes planètes. S'il y a une question là-dessus, je discuterai pourquoi c'est des jeunes planètes. Mais voilà, et on va s'intéresser finalement à la composition atmosphérique et les propriétés physiques, notamment des atmosphères de ces planètes. Et ça, c'est bien sûr des conséquences pour, disons, rechercher un peu les mécanismes de formation des planètes les plus extérieures, parce qu'il ne faut pas rêver avec un coronographe, on n'observe pas des planètes très proches de leur étoile, comme par exemple le serait la Terre, c'est plutôt, on va dire, des Jupiters ou des Saturnes. Mais avec le James Webb, on pourra faire beaucoup mieux que ce qu'on fait au sol, notamment en termes de masse. Actuellement, au sol, on détecte des planètes qui ont, on va dire, de l'ordre de 10 fois la masse de Jupiter. Là, on compte descendre à des masses beaucoup plus faibles. Alors, l'intérêt du James Webb, c'est sa très grande stabilité. Il va être tellement stable, puisqu'il n'y a pratiquement aucune perturbation dans l'espace, qu'on pourra, par exemple, soustraire, si vous voulez, l'image d'une autre étoile. On fait une image d'un système, on va dire, un système planétaire, donc une étoile au centre très brillante, peut-être des planètes autour, mais si on soustrait une référence prise sur une étoile, réputée sans planète, bien sûr, au moins aux mêmes distances, eh bien, on pourra soustraire très très efficacement parce que ça aura exactement, si vous voulez, le même aspect, la même forme. Donc là, vous avez une simulation qui a été faite par mon collègue Anthony Boccaletti, du laboratoire, de la même équipe que moi, vous voyez, où ça, c'est le système déjà connu, donc HR 87-99, que j'ai déjà montré des images tout à l'heure, des images réelles, on va dire, obtenues depuis le sol dans l'infrarouge proche. Mais là, c'est donc avec l'instrument MIRI. Alors, en fait, l'étoile, c'est au centre, mais elle est masquée par le système coronographique qui atténue presque totalement la lumière de l'étoile. Et on voit donc qu'on peut détecter effectivement ces planètes jusqu'à 15 microns. Et ça a un grand intérêt, c'est qu'on peut notamment avoir une information sur la température. Alors, par exemple, avec MIRI, donc l'instrument dont je vous ai parlé, puis ces 3 coronographes, il y a en particulier, si on regarde ce qu'on appelle le spectre, c'est-à-dire l'émission en fonction de la longueur d'onde d'une exoplanète supposée. On a quand même des bons modèles pour prédire les choses. Alors, on voit qu'il y a notamment ici une raie du méthane qui est de l'ammoniac, désolé. Il y a des raies du méthane aussi, mais ça c'est une raie de l'ammoniac qui peut être importante, qui est un très bon thermomètre en quelque sorte, qui vous donne une idée précise de la température de l'atmosphère de l'étoile. Et donc, en faisant une comparaison avec une longueur d'onde proche, eh bien, on pourra avoir cette information, puis aussi l'information sur la température précise, puisque le spectre qu'on obtient, vous voyez si vous voulez la pente là, dépend donc de la température. Donc des informations sur l'abondance de l'ammoniac par exemple.
On fera également l'imagerie chorégraphique de, alors ce qu'on appelle de disques de débris, c'est un terme un peu technique, mais enfin on va dire de disques proto-planétaires, enfin où dans lesquels des planètes sont en train de se former. Alors ça, c'est des disques déjà observés depuis le sol en utilisant des instruments donc au sol, notamment l'instrument Sphère qui était sur le Very Large Telescope. Mais on pourra obtenir des choses comme ça. Donc ça aussi, c'est une image obtenue depuis le sol où on voit, vous voyez, on voit à la fois un disque protoplanétaire, c'est le résultat de la formation du système, finalement, du système planétaire, enfin, avant que les planètes apparaissent, ou lorsqu'elles sont déjà apparues comme celle-ci. Au centre, toujours, l'étoile est masquée par un système donc chorégraphique. Puis on voit, vous voyez, autour de la lumière émise par la matière qui compose ce disque. Et puis on voit aussi une cavité très probablement sculptée par la présence d'une planète qui a accrété, si vous voulez, la matière en se formant. Voilà. Donc c'est ce genre de choses qu'on compte voir. Et puis enfin, il y aura quand même la spectroscopie donc des planètes qui sont en transit devant leur étoile. Alors une planète en transit, c'est quoi? C'est une planète qui, par chance, pour nous observateurs, va passer exactement devant le disque de son étoile. D'accord? Alors bien sûr, il faut que toute planète ne va pas donner cet effet, puisqu'il faut que nous, observateurs, on soit juste dans le plan orbital. Et ça arrive assez souvent. Et au passage, le satellite Corot, que Jean-Philippe Brado connaît bien, puisqu'on a travaillé ensemble dessus, c'était un de ses objectifs, et il l'a bien rempli, il a observé pas mal de planètes par cette méthode des transits, c'est-à-dire on détecte une petite diminution de lumière de l'étoile, parce que la planète va masquer un petit peu la surface, si vous voulez, du disque de l'étoile. Même si on ne résout pas du tout, on ne résout rien, mais voilà, on observe une diminution. Et là, ça va être un peu la même chose. C'est pas la qualité d'image qui va être essentielle, ça va être le fait de pouvoir mesurer, si vous voulez, alors là, juste pour vous faire une liste du type de molécules qu'on peut voir, ça c'est les longueurs d'onde auxquelles, non, c'est pas les longueurs, elles sont là les longueurs, elles sont où les longueurs d'onde je sais plus. si, elles sont là, tout bêtement. Elles sont là, les longueurs d'onde, et puis la plus grande longueur d'onde, c'est ici. Peu importe, ça vous intéresse pas beaucoup. Ce qui est important, c'est que on a un certain nombre de molécules comme ça qui ont des traceurs très précis, c'est-à-dire des motifs spectraux qu'on pourra détecter. Et donc l'idée, c'est dans la spectroscopie de transit, c'est lorsque, vous voyez, la planète passe devant l'étoile, en fait, il y a de la lumière qui traverse l'atmosphère de l'étoile, c'est le petit cercle orange avant, et donc, elle est absorbée, cette lumière de l'étoile est absorbée par des composantes de l'atmosphère, des molécules, si vous voulez, et on va pouvoir reconnaître donc ces molécules en examinant donc le spectre au moment où il y a le transit qui se forme. Et puis, il y a également une autre phase intéressante, c'est lorsque la planète passe derrière l'étoile, donc là aussi elle va disparaître, mais de la même façon, si vous voulez, par différence finalement, entre ce qu'il y avait avant qu'elle disparaisse puis quand elle a disparu, on peut aussi détecter donc des composantes moléculaires par exemple. Voilà. Donc c'est soit transmission à travers l'atmosphère, soit ce qu'on appelle l'éclipse secondaire. À ce moment-là, on peut avoir des informations, et même si les conditions seront excellentes, on peut voir entre le moment où la planète commence à disparaître derrière l'étoile et elle réapparaît, on peut mesurer, si vous voulez, un peu des dissymétries qui peuvent nous indiquer, par exemple, il y a des chercheurs qui ont des idées extraordinaires, qu'il y a peut-être des vents qui ont rendu les choses un peu dissymétriques. Alors voilà, spectroscopie des transits. Alors bien sûr, je ne vais pas vous détailler ça, mais juste pour vous dire qu'on pourra donc avoir des spectres de très bonne qualité, on pense. Dans le cas, par exemple, ici, ce qu'on appelle des hot Jupiter, on peut apporter des grosses planètes comme Jupiter, mais qui sont proches de leur étoile, qui sont chaudes. Là, on aura un très bon signal sur bruit. Et puis aussi, ce qu'on appelle des super terres, c'est-à-dire des planètes qui font 2 fois typiquement le rayon de la Terre et qui sont plus froides, et on pourra quand même si bien sûr la qualité du signal sera moins bonne, et bien on pourra avoir des informations. Et même chose pour la phase éclipse. Alors tout ça, c'est bien entendu des simulations, mais des simulations, on va dire, bien réalistes. Voilà, et je vais
presque terminé. Donc simplement que vous dire aussi que, eh bien, on pourra sans doute s'intéresser à des planètes dans ce qu'on appelle la zone habitable. Alors attention, hein, je prends d'énormes précautions en disant ça. Ce sont des planètes qui sont à une température telle que l'eau liquide pourrait subsister sur ces planètes. Et on sait que la vie, quoi qu'il arrive, il faudra de l'eau liquide, ou alors vraiment on se trompe complètement, mais il faut de l'eau liquide parce que c'est essentiel pour que les réactions, si vous voulez, de la vie puissent se passer. Donc c'est le mot. Voilà, planète habitable, zone habitable, ça veut dire une zone dans laquelle, autour d'une étoile dans laquelle la température d'une planète est en gros, on va dire, comprise entre 0 degré et puis 100 degrés Celsius, d'accord, où l'eau liquide peut se maintenir. Bon, c'est un abus de langage, on ne dit pas, surtout pas que c'est parce qu'il y a une zone, planète, une zone habitable qu'il y a la vie, non, absolument pas. Mais voilà, donc il sera possible, donc, avec ces différentes mesures, de sonder, y compris donc des planètes qui sont dans ce qu'on appelle cette zone habitable. Voilà, et puis pourquoi pas aussi détecter des traceurs qui pourraient être des biomarqueurs. Là encore, on prend d'énormes pincettes pour dire ça, mais il se trouve que l'ozone pourrait être un biomarqueur intéressant et on pourrait détecter effectivement un motif spectroscopique caractéristique de l'ozone, là sur une planète justement qui est très connue, qui s'appelle Trappiste 1, et qui est justement dans la zone habitable, et il y a beaucoup de gens qui s'excitent autour de cette exoplanète. Voilà, et puis aussi par exemple détecter des nuages. Voilà, on compare ici des modèles, bien sûr, avec des observations qui ont été faites par le Hubble Space Telescope là, mais différents modèles avec ou sans nuages dans les atmosphères, et on pourra distinguer très nettement s'il y a des nuages ou non. Par exemple, et puis enfin la dernière, même des effets climatiques, des chercheurs d'une équipe que je connais bien, donc on fait des modélisations, alors je rentre pas du tout dans le détail, mais qui montrent qu'il peut y avoir, si vous voulez, de la dissymétrie qui pourrait expliquer des effets climatiques sur certaines planètes, notamment Proxima Cn-Eb, qui est l'exoplanète la plus proche de nous. Voilà, alors juste je vous mets un petit rappel, hein, donc un résumé en quelque sorte. Donc le James Webb, hein, c'est ce projet de NASA. On espère le lancement le 18 décembre. Très grand miroir, durée de vie au moins 5 ans, mais plutôt 10 ans d'objectif. Donc en orbite au point de Lagrange L2, où il aura donc un très faible fond thermique, très basse température pour tout le télescope, un domaine spectral donc essentiellement dans l'infrarouge, voilà, avec des capacités d'imagerie, de spectroscopie et très bonne qualité optique. Et puis ses atouts, c'est sa très grande sensibilité, ce domaine en longueur d'onde assez unique. Voilà, et puis je ne vais pas me répéter, mais des objectifs scientifiques aussi vraiment très 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 en pointe. Merci. Merci à vous. Nous avons malheureusement qu'un seul micro, donc je vais passer le micro dans la salle et je vais vous le rendre après, je vais faire l'intermédiaire. Je pensais au début de votre présentation je crois que quand atterrit sur Mars les rovers, il y a ce qu'on appelle les 7 minutes de terreur, de ce moment terrible où toute l'ingénierie est mise en place pour l'atterrissage est vraiment le moment. Et donc là, pareil, lors de l'installation, je pense que vous allez connaître quelques minutes de terreur. Nous aussi. C'est une machinerie absolument exceptionnelle. Enfin, vous l'avez vu, quoi, que ce soit le pare-soleil ou le miroir. Waouh, on va croiser les doigts là, à ce moment-là, ça c'est clair. Une fois que ça sera fait, on sera quand même plus tranquille. C'est extraordinaire. Des questions? Je passe le micro si vous me faites signe. Une question? Juste dans la foulée de ce que vous venez de dire, le déploiement, c'est combien de temps après le lancement? Il me semble 4 jours après le lancement, ce qui paraît très très tôt, hein. Mais finalement, oui, pourquoi pas démarrer tout de suite. Et je crois qu'il dure, je revérifie sur mes slides, mais jusqu'à 12 jours à peu près, tout compris, quoi. À la fois le miroir et à la fois le pare-soleil. Donc c'est vraiment le début, hein. Ouais, oui.
c'est vrai, absolument, oui, vous avez raison. Oui, je n'ai pas réalisé, mais pour Noël, ça en aura peut-être un beau cadeau aussi. D'abord, merci pour cette remarquable présentation. Une question, est-il envisagé de confier d'autres missions scientifiques à ce télescope? Je pense en particulier l'observation de trous noirs dans notre galaxie ou dans d'autres galaxies, et d'autre part l'observation de corps célestes lointains de notre système solaire, puisque c'est un petit peu la mode aujourd'hui de ces deux thèmes. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de programmes. J'ai pris 2 exemples parce qu'ils sont un peu emblématiques et mis en avant souvent. Mais vous avez tout à fait raison. Et par exemple, je suis co-proposant d'une proposition pour observer justement ces fameux trous noirs dont vous parlez dans les galaxies lointaines. Alors, c'est pas les trous noirs eux-mêmes, c'est l'environnement proche de ces trous noirs, effectivement, où il y a de la matière qui est on va dire, en rotation ultra rapide et donc très chaude, donc c'est ce qu'on appelle des noyaux actifs de galaxies. Ben, par exemple, oui, bien sûr, ça va être un thème assez important. Le James Webb va apporter un certain nombre de choses simplement parce c'est de l'infrarouge et on peut notamment observer ces objets à travers la poussière interstellaire qui, elle, bloque le rayonnement visible, mais pas l'infrarouge, et donc on peut aller voir beaucoup plus loin, beaucoup plus profondément dans ces objets. Et puis alors les objets externes, effectivement, on va dire les transneptuniens, tous les objets transneptuniens ou ceux qui appartiennent à la ceinture de Kuiper, oui, ça sera un programme très important, et j'ai notamment donc des collègues du LESIA, des planétologues qui sont très intéressés et qui vont chercher effectivement à observer de tels objets. Cette question m'en amène une autre. Quelle est l'organisation de la communauté scientifique pour la programmation du James Webb? Est-ce qu'il y a, selon les objectifs, des cartes blanches pour, par exemple, l'observation de l'atmosphère d'exoplanètes pendant un certain temps? Encore après, faut-il choisir quelle étoile on s'intéresse pour rechercher des exoplanètes? Donc, comment j'imagine que ça doit pouvoir donner lieu à des discussions intéressantes et passionnées. Donc, est-ce qu'il y a un chef d'orchestre? Oui, bien sûr, vous avez raison, c'est toujours un problème clé. Alors d'abord, il faut savoir que les constructeurs d'instruments, auxquels nous faisons partie, ont droit à du temps garanti. C'est-à-dire qu'ils ont des programmes scientifiques qui sont garantis, qui seront menés, voilà, et qui sont prioritaires. Donc on a pu, entre guillemets, écrémer les objets les plus intéressants, etc. Bon, mais le temps consacré à ça n'est pas très grand en fait. Je trouve qu'on s'est fait un peu avoir. Mais enfin bon. Voilà, alors il y a ça. Il va y avoir ensuite une deuxième série de programmes qui s'appelle le Early Release Science. C'est des programmes qui ont été proposés par la communauté, mais dont les résultats d'observation seront immédiatement mis dans le public. Donc tout le monde pourra les exploiter, les utiliser. Donc ça c'est pas mal, je trouve que c'est bien. Ça sera vraiment au début qu'il y aura les premières observations scientifiques. Donc c'est des programmes assez généraux, relativement pointus, mais pas trop quand même, quoi. On pourra vraiment apprendre à utiliser les données. Puis ensuite, après, c'est compétitif, entièrement compétitif dans le monde entier. Donc il n'y a pas de part réservé aux exoplanètes ou aux galaxies lointaines ou quoi que ce soit. Maintenant, les jurys, si vous voulez, sont aussi équilibrés. Il doit y avoir quelque part des instructions données aux jurys de sélection pour effectivement équilibrer, que ce ne soit pas tout sur une thématique donnée, mais c'est compétitif et c'est dur. Je dois dire que nous, on a eu un certain nombre de propositions qui n'ont pas été acceptées. Bon, c'est comme ça, on resoumettra. Alors voilà, j'ai 2 questions. D'abord, quels sont les éléments prépondérants qui conditionnent la durée de vie de la mission? Et la deuxième question, c'est quels sont les principaux risques auxquels est soumise cette mission finalement?
Alors, je suis pas sûr d'être le mieux placé parce que je connais pas toute la technologie. Disons qu'il y a, contrairement à d'autres, aux précédents satellites ou sondes ou missions spatiales infrarouges, il n'y a pas d'hélium liquide, par exemple, de conteneur d'hélium liquide qui disparaît au bout d'un moment, comme c'était le cas pour Planck, pour Herschel, pour Spitzer, pour ISO, etc. À un moment donné, il n'y avait plus d'hélium liquide, c'est fini, et ça réchauffait et ça marchait plus. Et donc là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le seul instrument qui a un système un peu actif pour produire des basses températures pour le détecteur, c'est MIRI, justement. Il y a un système de réfrigérateur actif, mais qui marche en cycle fermé, si je puis dire, comme un frigo, quoi, en quelque sorte, qui permet d'avoir des détecteurs à suffisamment basse température pour qu'ils fonctionnent. Donc là, il y a peut-être un petit risque autour de ce système, parce que c'est quand même plus fragile, c'est mécanique, voilà. Pour le reste, j'avoue, je ne sais pas trop. J'imagine c'est plutôt toujours les risques liés au rayonnement cosmique, qui peut abîmer des cartes électroniques, c'est un peu ce qui s'est passé pour Corot. Finalement, on ne sait pas exactement ce qui a mis fin à Corot, mais enfin, ça a été 2 fois les calculateurs de bord. Une première fois, on en avait un deuxième, mais on a pu s'en sortir. Et on pense que c'est dû à des cosmiques qui ont une interaction forte avec des composants électroniques. Alors, c'est peut-être ça, mais j'en suis pas tout à fait sûr qu'il évite. La durée de vie estimée quand même 5 ans minimum, disons, mais 10 ans probables. Voilà. 10 ans probables. C'est quand même nettement moins que le Hubble Space Telescope. Donc le successeur est déjà en dessous. Oui, bien sûr. Ça peut mieux voir. Oui, j'aurais voulu savoir quel était le système d'orientation dans l'espace vers une cible donnée. Est-ce que c'est des mini-rétrofusées, des mouvements de gyroscope qui permettent de pointer exactement vers la galaxie ou la cible? Parce qu'il faut le bouger, ce télescope, dans l'espace. À une petite latitude, parce qu'il faut qu'il soit toujours dos au soleil. Donc on ne peut pas observer n'importe quoi, à n'importe quel moment. Il faut attendre que le télescope, dans son orbite autour du Soleil, soit dans la bonne région pour observer. Mais alors, en principe, c'est des petites rétrofusées. Il y a peut-être aussi des roues à inertie, mais j'avoue que j'en sais pas assez. Mais je suis sûr, en tout cas, qu'il y a des petites rétrofusées. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Voilà, vous avez raison. Peut-être que c'est ça qui limite effectivement les choses. Oui, tout à fait. Et il faut dire vraiment que le pointage d'un objet à un autre est très très long. Il y a une perte de temps, ça colossale, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est très très lent, très 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 lent, et donc ça prend parfois plusieurs jours même. Je pense qu'on va, dans certains cas extrêmes, mais bien sûr, les programmes seront optimisés pour qu'on aille pas trop loin d'une cible à l'autre, etc. Mais ça, c'est vraiment le temps perdu dans les pointages est très très grand. Ça, c'est clair. Les temps je ne sais pas si on peut dire les temps de pause, s'il y a une photo qui est prise, ça peut prendre longtemps. J'allais dire, la rotation sur l'orbite est pas problématique de ce point de vue-là. Il est orienté sans problème. Il utilise des senseurs stellaires. Il utilise donc des caméras qui vraiment, mesurent des étoiles, des positions d'étoiles, et c'est avec une précision absolument remarquable, justement, qui est adaptée au fait qu'il ait une qualité optique remarquable. Donc ça sera, on va pointer mais vraiment avec des fractions de secondes d'arc très précisément grâce à aux étoiles simplement qui seront dans le champ nécessairement, parce qu'on a des caméras très sensibles pour ça. S'il y a d'autres questions, une autre question? Merci. Est-il envisageable un service de maintenance comme sur Hubble? On l'a jamais fait. La Grande 2, c'est loin. C'est franchement loin. Je ne sais pas. Non, en principe, non. Il n'y a rien d'envisagé. Dans des missions futures, parce que faire revenir du point de Lagrange 2, ça va coûter beaucoup en énergie, je dirais, pour revenir. Donc, je ne sais pas. Bon, maintenant, on envisage des missions martiennes avec retour, donc c'est encore plus loin. Donc, oui, c'est peut-être possible. En tout cas, ça n'est pas envisagé pour le James Webb. Pardon. Les images, elles sont transmises ou traitées sur place, ou bien les deux? Transmises
a priori très peu de compression, donc pratiquement brutes, si je peux dire, les données brutes, et elles sont traitées bien sûr au sol. Hein. Alors le logiciel de traitement pas simple, j'ai commencé à m'y mettre, c'est pas simple, enfin bon, voilà, comme toujours, un instrument sophistiqué, il y a un traitement sophistiqué, oui. Sur L2, il n'y a pas d'autres satellites, on est vraiment dans un endroit assis. Il y a Gaia, il y a... Voilà. Il y a plein de satellites, mais enfin, c'est très très loin, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et on a que l'orbite fait quand même de l'ordre de 400 000 km de diamètre, donc c'est vraiment très très grand, hein, de diamètre. Non, de diamètre, je crois. Voilà. Donc on ne risque pas de se heurter à d'autres. Mais il y a du monde L2, il commence à y avoir. On a l'avantage de ne pas avoir les sottises qu'on fait autour de la Terre actuellement avec les débris spatiaux. Ouais. Oui, ça ne va pas faire redescendre de Hubble sur Terre. Mais Bonsoir. J'ai eu la malchance d'être en retard du fait d'un accident sur l'autoroute. J'ai pas vu le début, mais juste en tant qu'ancien pilote de reconnaissance visible, infrarouge et radar, je travaille beaucoup avec les gammes infrarouges. Et je voulais savoir si vous aviez c'est équivalence à des focales, votre télescope. Est-ce qu'il y a une focale? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. J'avoue que je n'ai pas le chiffre en tête exactement, mais de l'ordre de 20 mètres de focale à peu près, hein, de cet ordre-là, à peu près. Hein, c'est un miroir classique, enfin un télescope assez classique, ça s'appelle casse-grain, un miroir primaire, un miroir secondaire qui lui permet d'allonger la focale, et donc comme dans un téléobjectif, hein, c'est le même principe qu'un téléobjectif, donc un miroir secondaire qui est hyperbolique et qui lui allonge la focale. Donc ça doit être de l'ordre de 20 mètres, mais je suis pas complètement sûr. La base des informations que vous allez recevoir au sol, il faut prendre l'intelligence artificielle pour traiter tout ça. Un homme ne pourra pas, ou des hommes ne pourront pas traiter la masse d'informations. Peut-être que certains astronomes utiliseront l'intelligence artificielle pour rechercher des choses, très noyées, en entraînant justement, vous voyez, l'intelligence artificielle, c'est toujours un peu par entraînement, finalement, on entraîne des logiciels à détecter des choses, mais non, a priori, non, c'est quand même, il faut des gros calculateurs, hein, c'est clair, mais c'est pas des masses colossales de données, par exemple, comparé à Gaia, je sais pas si vous avez eu une conférence sur Gaia, donc bon, ça serait pas mal. Au passage, c'est un succès quand même absolument remarquable, Gaia, faut bien le dire, là où il y a des quantités de données absolument énormes. Là, ce sera pas plus que ce qu'on a au sol avec nos caméras, si vous voulez, sur les grands télescopes. Hein. Donc, non, simplement, les instruments sont sophistiqués, complexes. Par exemple, le spectrographe de MIRI, c'est vraiment, je dirais, un peu une usine à gaz. Vous avez différents champs suivant les longueurs d'onde. C'est vraiment pas simple ensuite de tout mettre ensemble. Mais voilà, ça ne demandera pas spécialement de l'intelligence artificielle en tout cas. Oui, vous me direz, comme Fernand Reynaud s'est étudié pour, néanmoins, quand on voit une masse pareille, aussi minutieuse, aussi fragile, on se dit que les 3G d'accélération d'une fusée avec les vibrations, il faut... Oui, d'accord. Alors justement, ça m'amène à la question suivante. Les malfonctions d'Hubble au départ, puisqu'il y a eu des réparations avec les navettes spatiales, est-ce que c'était dû, entre autres, au déploiement ou aux vibrations ou oui. Qu'est-ce qui a mal fonctionné dans Hubble au départ? Oui. C'est une erreur optique. Il y avait un défaut optique. On s'était trompé. Qui a pu se faire sacrément attraper, mais il s'était trompé, si vous voulez, dans une courbure d'un des miroirs, le miroir secondaire, autant je me souvienne, il y avait une erreur. Il y avait un changement de signe qui fait que ça n'avait pas la bonne correction, et donc il était effectivement myope, comme on le disait, et donc on a rajouté une optique pour corriger ce défaut. Donc là, c'était vraiment une erreur de conception, on va dire. Ensuite, les autres... ensuite, les interventions ont été plutôt pour
apporter de nouveaux instruments. Par exemple, des instruments infrarouges, un instrument aussi ultraviolet, je crois qu'il y a été aussi... Il n'y a pas eu tant que ça de réparation en tant que telle, à part l'optique. Donc on a la lumière qui fait le miroir primaire, secondaire, et ensuite, par rapport aux 4 instruments que vous nous avez montrés là. Elle est distribuée par un système de miroir. Le miroir, bien sûr, avec des mécanismes pour orienter la lumière vers l'entrée des différents instruments. Donc, alors là aussi, la programmation, parce que c'est loin quand même, 1 500 000 km, hein, c'est pas on appuie sur un bouton, ça se fait automatiquement, donc il y aura beaucoup de programmation automatique, c'est-à-dire en gros le STSCI, enfin le centre spatial à Baltimore, programmera en gros une semaine d'opérations qui se feront automatiquement, en principe, avec des petites mises à jour quand même régulières, peut-être tous les jours, enfin des petits changements, mais tout sera quand même très très automatisé et programmé à l'avance, quoi. S'il y a d'autres questions, sinon... Ah, il y a quelqu'un, j'ai pas vu. Non, c'est bon? Ou une question? C'est les kilowatts sur le système télécom. Qu'est-ce qu'il va considérer? Ça va être essentiellement la transmission de données, ça c'est clair. Ensuite, les détecteurs, tout l'électronique des détecteurs, généralement c'est pas vraiment très 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 gourmand. Non, ils sont bien sûr en dessous, sous le panneau. Enfin, ils sont pas si grands que ça, justement. C'est une partie où on voit pas, on voit pas là, mais voilà, qui est juste sous le télescope. Il y a un ensemble de panneaux solaires. Ouais. C'est pas du tout l'ensemble, hein, bien sûr, du pare-soleil qui lui-même qui serait un panneau solaire, hein, pas du tout. Peut-être une ou deux dernières questions si vous le souhaitez. Sinon, on n'a pas d'autres questions. On va conclure. Voilà, une question. Oui. Alors, pour votre info, effectivement, vous voyez les petites caméras, c'est avec les moyens du bord, mais on fait un enregistrement, et je vous remercie d'ailleurs de nous autoriser à le rediffuser sur la chaîne YouTube qu'on rappelle dans les invitations. Et d'ailleurs, les précédentes conférences sont en ligne également. Donc, dès que j'ai votre diaporama avec les enregistrements, je serai heureux de mettre tout ça en ligne d'ici peut-être une semaine. Vous serez... Sinon, je pense qu'on peut... Il n'y avait pas d'autres questions, sinon on peut conclure en disant qu'on sera en empathie avec vous au moment du lancement. C'est un sacré challenge et on pense aussi à l'émotion quand tout ça marchera et ça va être vraiment extraordinaire. Donc bonne chance à vous, bravo, merci. Et pour conclure, je vous dirais qu'on avait une réunion avec la commission astronautique cet après-midi pour voir le programme de l'année prochaine. On a également un programme très dense, à la fois sur des missions scientifiques, à la fois sur les enjeux géopolitiques de la politique spatiale internationale. Donc on sera heureux d'inviter comme vous des conférenciers passionnants. Merci à vous, bonne soirée, merci et à bientôt.